Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je vais vous présenter le contexte de cette étude. Dominique Champion vous présentera quelques résultats, parce qu'il y en a eu beaucoup, donc il a fallu faire des choix. Et puis ensuite, donc, je ferai une petite conclusion. Donc, Mondelez, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un groupe agroalimentaire américain qui est implanté dans le domaine des biscuits, du café, du chocolat, des gommes et des candies. En France, vous connaissez pour les biscuits la marque Lu, pour laquelle je travaille depuis de nombreuses années. Alors, voilà, le programme de recherche s'appelle Caractérisation du moelleux, une approche multifactorielle. Alors, avant d'identifier les objectifs, je voulais vous rappeler un peu la complexité du domaine des produits moelleux. Alors, les produits moelleux, c'est une très large gamme de produits. Il y a à la fois des pâtisseries fraîches, on peut aussi faire des produits à la maison, il y a des snacks réfrigérés, on a des pâtisseries surgelées, on a des mix, on a de la viennoiserie. Cet univers est très large et en plus, on peut stocker ces produits soit à température ambiante, soit dans le frigo, soit ils peuvent être surgelés, et puis on peut les conserver en gros de 1 jour à 1 année. Donc ce domaine est quand même très très large. Ça c'est un premier point de complexité. Et un deuxième point, c'est que en plus c'est un domaine qui est en pleine croissance en termes de développement, en termes de marché. Comme on fabrique un certain nombre de produits moelleux, on était intéressé d'améliorer nos connaissances sur ces produits, en sachant qu'à l'époque, on avait assez peu de connaissances en interne, de connaissances fondamentales sur ces produits, contrairement à ce qui existe pour le pain, puisqu'il y a de nombreuses publications sur le pain, il y a de nombreuses recherches sur le pain, et puis également sur les biscuits secs, sur lesquels on avait préalablement énormément investi en termes de recherche. Donc, on avait un besoin de compréhension et de maîtrise du caractère moelleux de ces produits, d'identifier quels leviers on pouvait avoir pour agir sur d'éventuelles caractéristiques. Alors pour ce faire, en 2009, j'ai pris contact avec AgroSub Dijon parce qu'on avait déjà travaillé ensemble par le passé, et puis également parce que à AgroSub Dijon, il y a la possibilité à la fois de travailler sur le domaine de la physico-chimie et également dans le domaine sensoriel. On a eu des discussions en commun sur le programme, et puis on a sélectionné en commun la candidate qui a été retenue pour réaliser la thèse. Et c'est quelque chose que j'ai à peu près toujours fait avant et après. Cette thèse a démarré en octobre 2009, sous forme de contrat CIFRE de 3 ans. Et là, ce qu'on a voulu arriver à identifier, c'est d'une part arriver à identifier et à définir de façon claire ce qu'est le moelleux d'un point de vue sensoriel, ce qu'est le moelleux d'un point de vue physico-chimique, et puis d'étudier l'impact des différents ingrédients sur le caractère moelleux des produits, en également essayant de développer un outil de prédiction du caractère moelleux. Donc maintenant, Dominique va vous présenter l'ensemble de la démarche, et puis vous voyez dans les petits cercles rouges, en fait, c'est ce qu'elle a, c'est les exemples qu'elle va approfondir et vous présenter. Le travail de thèse a été mené par Coralie Blanchard, qui était l'étudiante sélectionnée effectivement par Aliette et moi. L'ensemble des travaux ont été menés à différentes échelles, c'est ce que veut montrer cette présentation, avec la partie sensorielle qui a été supervisée par Hélène Labouré du CSGA à Dijon. La partie physico-chimie, plus au laboratoire PAM, sur un produit, ma foi, encore bien trop complexe, malgré que ça constitue une maquette.
par rapport aux produits réels, qui sont certes multiples, qui peuvent être multiples en termes de recettes. Mais cette maquette contient toujours donc, de la farine, différents sucres, des œufs, de l'huile, des plastifiants, des émulsifiants, des levures chimiques, pas de levure naturelle. Donc c'est déjà un produit fini, apprécié des juges d'un point de vue sensoriel. Et un des premiers résultats que l'on a eu, c'est que d'un point de vue sensoriel, le moelleux a moult échelles, moult définitions, et que c'est, d'un point de vue sensoriel, un terme qui est, pour le consommateur, mal défini. D'un point de vue physico-chimie, on s'est attaché à essayer de comprendre l'influence des ingrédients sur la pâte, sur le produit cuit, et ensuite de voir l'évolution, enfin la dimension la plus adéquate pour apprécier cette texture d'un point de vue instrumental et la corréler à l'aspect sensoriel. Donc j'ai quand même défini aujourd'hui, choisi de vous montrer donc quelques résultats obtenus sur l'impact de l'aération du produit sur sa perception de moelleux, et ainsi que quelques points sur la composition du produit, notamment la composition de la farine. Nous avons, à partir d'une maquette donc, standard, fait varier l'alvéolation en jouant sur la quantité de levure, ce qui paraît assez logique. Donc nous avons pris une maquette, une recette standard, et fait varier à plus ou moins 1% la quantité de levure. Par analyse d'image, scan direct des produits, puis analyse d'image, on a bien identifié les diamètres caractéristiques des produits obtenus, le produit standard ayant une alvéolation intermédiaire à celui contenant plus de levure et celui contenant moins de levure. Et c'est le contraire, ça c'est celui qui a le moins de levure, donc beaucoup de petites bulles, et c'est le produit contenant plus de levure, moins de petites bulles, mais beaucoup plus de grosses bulles. Par contre, avec cette méthode, une mesure directe, on voit qu'on est très peu discriminant sur les petites tailles. Donc, pour parfaire l'étude, on a été faire, grâce donc, à l'entreprise Kraft à l'époque, de l'analyse par tomographie pour analyser la taille des bulles inférieures à 0,5 microns et d'aller observer leur taille. Et cette fois-ci, on peut voir que l'échantillon contenant beaucoup de levure, donc beaucoup de grosses bulles, contient également beaucoup de petites bulles dans les parois autour des grosses bulles. D'accord ? Donc on voit qu'on a une hétérogénéité importante pour ce produit-là. Il a une grande alvéolation, mais il a aussi une grande hétérogénéité dans la taille de ces bulles. On retrouve pour l'échantillon avec une taille de bulle plus petite et moins de bulles, une plus grande homogénéité dans cette taille de bulle. Le produit de référence ayant un comportement intermédiaire entre les deux. Donc, avec cette technique-là, on peut bien identifier les petites bulles dans les parois autour des grosses bulles. Donc, ce sont deux analyses complémentaires, deux tailles accessibles, mais qui sont complémentaires. Corrélé à ce qui est la perception sensorielle, on voit par le visuel que les juges identifient bien nos trois produits. La taille des bulles pour celui contenant plus de levure, l'intermédiaire, celui contenant moins de levure. Donc visuellement, ils perçoivent très bien cette différence de bulles. Ils perçoivent également très bien l'hétérogénéité de taille de ces bulles, visuellement. Ça conduit, en termes de toucher, à des produits qui vont avoir une fermeté perçue différemment. Les grosses bulles, l'échantillon contenant des grosses bulles étant très friable, ayant une faible fermeté, celui contenant beaucoup de petites bulles étant perçu le plus ferme. C'est aussi celui qui est caractérisé comme le plus
pardon. Hop. Comme celui le plus moelleux. Donc, apparemment, sur un même domaine produit, un produit sera jugé moelleux s'il a beaucoup de petites bulles et surtout s'il a une homogénéité de la taille de ces bulles. Le produit ayant une grande hétérogénéité est celui qui est jugé le moins moelleux. Pour aller plus loin, il pourra aussi essayer de synthétiser l'ensemble des résultats obtenus d'un point de vue instrumental et d'un point de vue sensoriel. On a utilisé, à partir du même produit, 3 farines de nature différente qui ont été sélectionnées pour leurs caractéristiques, leur composition bien connue. Donc on a une farine, alors ce sont 3 farines de blé, on a une farine dite soft, contenant peu de protéines et peu d'amidon endommagé, une farine dite plus hard avec une teneur en protéines un peu plus élevée, et une farine intermédiaire, dite standard, qui va donner, ces 3 produits-là vont donner 3 produits finis cuits bien distincts à partir de la même recette, du même procédé de fabrication. On voit bien que d'un point de vue instrumental et d'un point de vue sensoriel, on les distingue, que quelquefois, d'un point de vue sensoriel, on a des produits qui peuvent être plus proches et que la mesure instrumentale les distingue un peu mieux. En quoi sont-ils différents? Donc, différents par la farine et notamment dans la farine par le profil de distribution des particules de la farine. On voit que le cake réalisé avec de la farine soft est fait à partir d'une farine qui a une distribution bimodale assez équilibrée entre les petites particules et les grosses particules. Tandis que la farine dite hard, contenant plus de protéines, a une distribution également bimodale, mais beaucoup moins riche en petites particules. Ce qui probablement, et nous l'avons vérifié, va modifier la relation avec l'eau au sein de la pâte avant cuisson. C'est ce que nous avons voulu étudier donc, par RMN à Bachan. Nous avons obtenu, par cette technique, la mobilité des protons, et nous obtenons en fait 4 populations ayant des protons de mobilité différentes. Alors, il y a une population que je n'ai pas présentée, c'est les protons qui ont une très très faible mobilité parce qu'ils sont dans des structures cristallines ou amorphes vitreuses. C'est notamment tous les protons qui vont être associés aux granules d'amidon. Dans la pâte, on va avoir donc tous les polysaccharides présents qui vont avoir une mobilité associée au premier pic mobile. Ici, on va retrouver la mobilité de la face dispersée autour de ces polysaccharides, et ça, c'est la mobilité caractéristique de la phase grasse. On voit que les pâtes, réalisées toujours avec la même recette, le même procédé, mais juste en changeant la nature de la farine, donnent des profils en termes de mobilité de la phase continue, de la phase dispersée, bien différentes. Alors, pour comprendre, nous avons essayé de faire varier la quantité de protéines dans ces échantillons-là pour regarder, comme ce qui se fait assez souvent, comment est-ce qu'on peut corriger, entre guillemets, une farine en rajoutant du gluten vital. Donc on voit qu'on va avoir une mobilité qui va être fonction de la quantité de protéines, à la fois pour la mobilité de la population correspondant aux polymères, aux macromolécules, ce qui est un peu assez logique, donc, parce que quand on rajoute des protéines, en proportion, on va aller diminuer la quantité d'amidon, donc la quantité de phase immobile. Donc, ce qui peut donner plus de mobilité à la macromolécule, elle est moins contrainte par la présence de granules. C'est parce que par ratio, ça diminue. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'aussi on augmente la mobilité de la phase grasse. Donc l'ajout de ces protéines dans la pâte modifie sûrement la distribution
de ces globules gras donc dans un système assez concentré, hein, parce qu'on voit bien que leur mobilité, hein, la mobilité de cette phase-là va augmenter. C'est juste donc un exemple quelques exemples du travail qui a été réalisé. Pour dire que bon, l'ensemble du travail qui a été réalisé donc, a été financé par l'entreprise, hein, et on a pu sortir à partir de systèmes malgré tout complexes quand même des données publiables et puis qui nous servent à comprendre aussi maintenant des systèmes plus simples. Alors pour conclure, donc, vous allez vous demander, mais alors qu'est-ce que l'entreprise a fait de tout ça? Premièrement, et c'est très important, on a énormément progressé en termes de connaissances internes, à la fois sur le domaine sensoriel et sur le domaine physico-chimique. Donc ça, c'est important parce que on était en train de débroussailler finalement un domaine, et là, on a eu donc notre premier résultat important, c'est d'arriver à bien commencer à comprendre et à caractériser. Et puis également, on a commencé à comprendre la contribution des ingrédients par rapport au moelleux de nos produits, mais on n'a fait que commencer. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé, à l'issue de ce travail, de démarrer une autre thèse qui est faite à AgroParisTech, focalisée davantage sur la contribution des composants de la farine au moelleux des gâteaux, c'est-à-dire approfondir davantage la compréhension de la fonctionnalité et des protéines et de l'amidon apportés par la farine. Et puis les œufs, il ne faut pas oublier que dans ces produits complexes, il y a aussi des œufs qui sont aussi des grands pourvoyeurs de protéines par rapport au moelleux de ces produits. Alors ce que je voulais dire, parce que vous allez pouvoir vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on a fait une thèse avec AgroSup Dijon et pourquoi on a continué sur un sujet qui était proche, en tout cas complémentaire, à travailler avec AgroParisTech? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on travaille sur deux sites qui sont très éloignés, ça devient assez compliqué au niveau des manips. Les produits pilotes étaient faits dans la région parisienne. L'analyse des produits était faite à Dijon. Et de ce fait, un élément de complexité complémentaire a été de développer également, on va dire, un modèle intermédiaire qui a été utilisé à Dijon pour aussi caractériser les produits. Donc de ce fait, ça ne faisait que complexifier déjà quelque chose qui est assez compliqué. Et donc c'est pour ça que nous avons voulu, sur cette deuxième thèse, sur ce domaine-là, nous affranchir de ces difficultés. Nous sommes toujours donc à Saclay, et entre Saclay et Massy, c'est beaucoup plus simple, à la fois pour la caractérisation et la réalisation des produits et des produits modèles qui se fait toujours à Saclay. Donc voilà ce que je voulais dire, et merci Dominique pour cette excellente collaboration dans le cadre de cette thèse. Quoi qu'on en dise, quand AgroParisTech sera à Saclay, ce sera encore plus facile. Dernier exemple, toujours sur la texture, mais cette fois-ci sur les crèmes dessert et la création de nouvelles textures. Donc j'accueille monsieur Philippe Barret de Cargill et Camille Michon. C'est pas ça ? Si, c'est bon. C'est qu'ils ont bon, d'accord. Ok. Bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Donc, on va parler de création de nouvelles textures dans les crèmes dessert. Donc, c'est quelque part c'est un challenge pour nous. Et on en est encore au balbutiement, je dirais, dans l'approche qu'on a essayé de mener depuis
4 ans maintenant au sujet, au travers d'une thèse avec Camille Michon. Donc en fait, on va essayer de suivre un petit peu ce plan. On va commencer par une introduction, montage de la thèse, c'est un peu le thème de la journée aujourd'hui, travailler un petit peu sur les collaborations, comment ça s'est fait, les axes qu'on a développés, la valorisation, quelques exemples de résultats, Camille s'en chargera, et je finirai par une conclusion. Bon, peut-être un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas Cargill, je voudrais essayer simplement situer positionner la société. C'est une société familiale. Nous, on a 150 ans d'existence, donc on est plus jeune que la société Nicolas avant, donc fondée il y a 150 ans. On est une société internationale, donc essentiellement américaine, mais située sur la structure mondiale. On est 140 000 employés, essentiellement situés sur les États-Unis, Europe du Nord et Europe, donc dans 67 pays. On a plus de 1000 sites qui sont à la fois des sites de production, des sites commerciaux ou des sites de recherche. Bon, on a un chiffre d'affaires qui est conséquent, 135 milliards de dollars pour l'année fiscale 2014. Et on a une structure qui touche beaucoup d'activités. Donc on est structuré par business unit. On a 70 business units qui sont répartis par domaine d'activité, qui peuvent concerner l'agriculture, donc tout ce qui est trading. L'alimentaire, donc en alimentaire, on a beaucoup d'activités. On parle de matières grasses, on parle de cacao, on fait du malt. On travaille aussi dans la viande. La finance, comme c'est une société qui est importante, on gère beaucoup d'argent, on consomme aussi beaucoup d'énergie. Donc on a des approches de gestion et d'optimisation à ce niveau-là. Et on travaille aussi un petit peu dans les secteurs industriels. Concernant ma partie, donc Cargill Texturizing Solutions, c'est une des 70 BU qui est spécialisée dans la texturation. Nous fabriquons des carragénanes, des amidons, des agents de texture, à partir d'algues, à partir de plantes. Et mon rôle à moi, c'est essayer d'utiliser tous ces ingrédients-là afin de développer des solutions texturantes pour nos clients. Donc moi, je suis spécialisé dans le domaine laitier, donc je travaille avec des clients laitiers et j'essaie d'optimiser nos solutions texturantes, de les adapter à leurs besoins. Alors bien sûr, pour travailler dans ce domaine-là, il faut être capable de comprendre ce que font nos industriels, ce qu'ils utilisent, comment leurs matières premières peuvent interagir entre elles et comment nos produits à nous peuvent aussi interagir avec tous les ingrédients ensemble. Donc c'est un petit peu cette problématique-là. Alors c'est vrai qu'on a on a des centres de recherche en interne chez Cargill, mais évidemment, il nous faut de la connaissance extérieure parce qu'on n'a pas tous les moyens. Et donc, tout l'intérêt de travailler avec des centres de recherche et surtout comme AgroParisTech. Alors là, cette collaboration, elle existe depuis très longtemps. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Alors maintenant, pas forcément à travers des thèses, mais à travers plein de sujets. On travaille beaucoup avec des stages ingénieurs. On a déjà travaillé sur 3 thèses. On travaille lors de colloques ou des projets communs comme les derniers Canal, SI ou Europe MB Maps. On travaille sur des sujets aussi variés. Donc on a des thèmes privilégiés. C'est vrai que nous on travaille sur la texture, donc la rhéologie nous intéresse beaucoup. On a des équipements, mais des équipements innovants qui peuvent exister ailleurs. L'analyse sensorielle, on voit la texture, donc aussi la caractérisation de la texture est très importante. La structure, interaction, comme je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où on met des texturants en œuvre dans une application, il y a plein de phénomènes qui se passent. Alors soit des interactions entre ingrédients, soit des effets process. Donc tout ça, c'est très important à comprendre. Et bien sûr, derrière, il faut aussi caractériser ce qu'on va commercialiser ou promouvoir auprès de nos clients. Donc là, la mise au point de nouvelles textures, de nouvelles méthodes d'évaluation vous nous permettre de mieux caractériser nos produits. Et bien sûr, en finissant les textures, la connaissance des ingrédients. Alors le montage de la thèse, je dirais qu'il se fait naturellement à partir, des problématiques que les formulateurs ont, alors que ce soit nous ou nos clients. Donc c'est en gros, c'est comment tirer profit de ce que l'on met en œuvre, toutes les interactions existantes entre les ingrédients. C'est vrai qu'il y a des choses à optimiser, il y a des choses à ne pas faire. Donc ça, c'est important de les comprendre. On travaille sur les synergies, bien sûr. Dès qu'on a un phénomène synergétique, ça nous permet d'optimiser la texture
de rationaliser, de mettre moins de produits. Quelles sont les conditions favorables? C'est vrai qu'aussi, ça c'est hyper important, dans le sens où il y a des phénomènes négatifs qui peuvent détruire la texture, et donc c'est important. Donc la recette est importante à connaître, mais bien sûr tous les procédés. On va parler beaucoup d'amidon un petit peu plus tard. Le procédé industriel, à partir du moment où on va chauffer et à partir du moment où on va appliquer une action mécanique,